Bonjour à toutes et à tous qui êtes connectés avec nous. Margot, je pense que Oui, votre technique, c'est c'est bon. bon. Bonsoir et bienvenue à cette rencontre virtuelle intitulée Regard sur l'entrepreneuriat féminin en période de Covid dans le cadre de la Francophonie 2021 en Espagne. Alors tout d'abord, merci d'être aussi nombreux et nombreuses connectés avec nous ce soir. Sachez que vous pourrez adresser vos questions à nos intervenants à tout moment, tout au long de ce webinaire, en utilisant la fonction questions-réponses de votre interface. Alors je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Merci aux intervenants de garder vos micros fermés lorsque vous n'avez pas la parole. Et sans plus attendre, je vais céder la parole à Monsieur Laurent Chabal. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir à tous et à toutes. Donc je suis ici ce soir avec vous toutes pour animer et modérer ce webinaire sur l'entrepreneuriat féminin. Évidemment, on parlera de l'influence depuis un an de la fameuse pandémie qu'on a tous vécue et son impact. Mais bon, mis à part ça, on va aussi beaucoup parler des spécificités de l'entrepreneuriat au féminin. Qu'est-ce que ça change aussi d'être maman aujourd'hui quand on veut entreprendre ou quand on veut gérer son activité. Il faut arriver à concilier beaucoup de rôles. Et bon, vous le savez toutes et vous le vivez au quotidien. Donc, ça va être l'occasion de débattre et de discuter sur tous ces sujets-là. Et du coup, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sarah Bigger de la Chambre de commerce, présidente de la Chambre de commerce en Espagne, pour une petite introduction. Sarah? Merci Laurent et bonsoir à tout le monde. Je suis enchantée d'être ici avec vous pour la première fois. Et c'est on avait pensé que c'était peut-être intéressant de vous donner notre avis de la part des startups qu'on a en Espagne, parce qu'on a, je ne sais pas si vous connaissez, un summit des startups qui est créé il y a presque 8 ans. Et à travers une femme très connue ici qui s'appelle Maria Benjumea et qui est notre, on peut dire, l'observatoire pour toutes ces startups. Ce n'est pas seulement l'entrepreneuriat en général, mais les startups que normalement, ce sont un peu spécifiques sur la partie innovative, et des entreprises avec cette idée d'innovation, avec cette idée de globalisation, qu'ils sont nés normalement avec l'idée d'être à l'international et toujours d'être de l'escalabilité, d'être reproduite. Et j'avais pensé que comme il y a des personnes qui vont parler de ces cas, des casuistiques, ça serait intéressant de partager quelques dates, quelques chiffres qui pourraient être intéressants. C'est pour ça qu'on a préparé une petite introduction et si Stéphanie, elle peut la partager avec nous pour les faire plus facile de suivre et parler un peu. Stéphanie, si tu peux passer à la deuxième. Et on va aussi parler de la Chambre de commerce et comme ça, on fera une petite présentation. Et les profils en général des entrepreneurs sur ces startups, normalement, les 50% sont par vocation parce qu'elles et eux, en général, aiment l'esprit, ils ont l'esprit d'entrepreneur. Et normalement, seulement les 1% d'entre eux sont au chômage avant de créer les projets. C'est-à-dire que ce n'est pas la nécessité, mais c'est l'envie de faire des choses qui sont intéressantes. Normalement, ce n'est pas qu'après les études, on commence à une expérience d'entrepreneur. Normalement, ils sont travaillés dans une entreprise. Et si on voit, les 7% étaient freelance. Les 5% des entrepreneurs, ils s'étaient déjà employés d'une start-up, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois. Normalement, on arrive à comprendre qu'on peut le faire. Et on est normalement un esprit créatif et c'est pour ça qu'on commence
parce que c'est clair que les 3 sur 10, on était fondateurs d'une start-up et on décidait d'en créer une autre. C'est-à-dire que et je voudrais après savoir si c'est l'esprit de toutes les femmes qui nous vont accompagner après. Et dans les startups, normalement, on parle de beaucoup de personnes qui ont des études universitaires ou des carrières techniques. Hein. Et si on passe, Stéphanie. Et je pense que c'est clair, l'échec diminue avec l'expérience, c'est-à-dire que l'expérience en tant qu'entrepreneur aide à réussir et qu'avec un seul projet, le taux d'échec, c'est de 56% et ça diminue beaucoup avec la 3e et la 4e expérience si on crée. Et je pense que ce sont des chiffres aussi à parler après. Et je pense que c'est très important les peurs qu'on a de l'échec. Et c'est pour ça que l'accompagnement, c'est très nécessaire et que je pense qu'à niveau des institutions, on doit insister sur ça. La création et la durée des emplois c'est que les 76% de ces startups comptent entre 6 et 10 employés. Et c'est ça 30% plus qu'en 2019, c'est-à-dire que la croissance est claire. Et je commence à parler du Covid. Et en 2020, ils se sont dit, d'accord, mais on va continuer cette croissance et ils veulent embaucher des gens cette année et on espère que ça viendra. Normalement, les équipes fondatrices, ils sont 3 personnes. Les profils sont complémentaires et normalement, si c'est difficile à trouver des startups avec une seule femme, si c'est normal de les trouver dans des équipes de 3, 1 ou 2 femmes, et normalement des équipes mixtes. Et maintenant, la durée de vie moyenne, c'est de 2,5 ans en Espagne, que c'est pas mal. Si on continue, je ne vais pas me retarder. Les secteurs, 2019, c'était la santé, les commerces électroniques et les services. Mais cette année 2020, les finances, la santé et l'éducation à cause de Covid. À cause de Covid, ça a beaucoup surpassé la partie des services que c'était avant. Une très grosse difficulté, c'est le financement. Et normalement, des amis, la famille et des fonds propres. Et c'est clair que l'écosystème doit être renforcé. Et surtout quand les fondateurs sont des femmes. Et je pense qu'une des raisons, c'est parce que les femmes, ils sont normalement, et je pense que c'est un critique ou autocritique que nous devons nous faire, c'est parce que la présentation des projets, ils n'arrivent pas à être au même niveau que des hommes parce que quelquefois, on vend moins, on vend pire les projets et c'est pour ça que dans l'année 2020, il y a eu un 25% des investissements dans des startups. Et je viens de parler ce matin avec Maria Benjumea. Elle m'a dit 1100 millions d'euros dans le South Summit l'année dernière. C'était plus de projets, mais les investissements, c'était moins, plus réduit que les années avant le Covid. D'accord? Et si on continue, et pour les femmes entrepreneurs, il y a seulement les 18% des femmes entrepreneurs. Et depuis le 2014, il y a eu seulement un an qu'on a dépassé les 20%. Il y a, comme j'ai dit avant, beaucoup de femmes dans les équipes fondatrices, mais pas toutes seules. Avant, et ça c'est un changement, le secteur c'était très féminin, mon impact social, mais l'année passée, c'était finance et technologie. C'est-à-dire qu'il y a les gens, de plus en plus gens, qui commencent à être entrepreneurs et qui viennent de la partie plus des technologies que c'est important et
c'est un peu le futur, hein. Pas seulement, mais il y a beaucoup. J'ai demandé la comparatif avec des autres pays et normalement toute l'Europe et aussi les États-Unis sont dans les mêmes situations pour les femmes, mais l'Amérique du Sud légèrement mieux que l'Espagne, c'est-à-dire que le reste. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est comme ça. Les chiffres sont comme ça. Et les besoins essentiels, les mentoring et les réseaux de soutien. Ça, c'est continue à être la base des entrepreneuriats. Je pense que, si Stéphanie, je pense que ce sont les chiffres en général. Seulement 2 minutes pour vous présenter la Chambre de commerce, la Chambre franco-espagnole. Et si on continue, nous sommes ici présents à Madrid depuis 1894 avec des délégations territoriales à Bilbao, Baleares, Canaries, à Malaga, à Valence, à Valladolid et à Saragosse. Vous savez qu'il y a une autre caméra à Barcelone, qu'en Espagne, on a ces 2 caméras. Et qu'on est ici pour contribuer à dynamiser les entreprises avec les portefeuilles de services. Et on est plus de 550 partenaires. Et je pense que c'est important, la suivante slide, que c'est la dernière, pour vous dire qu'on a une équipe de 71 femmes, un conseil d'administration avec les 26% des femmes, et je pense que ça va grandir. Et je suis la première femme présidente depuis juin 2020. Et il y a des activités qu'on va travailler cette année de plus et pour aider les entrepreneurs, pour aider les petites entreprises, que c'est ce qu'on appelle les meet the CEO, des rencontres avec des dirigeants des entreprises et membres de la Chambre avec des gens entreprises. Et je vous offre, parce qu'on serait ravis d'aider dans ce sens-là. Après, nous femmes CEOs, ils sont en train de partager leur expérience avec des autres femmes intéressées dans les réseaux sociaux. Et ils se sont beaucoup parlé cette semaine. On va continuer à le faire, pas seulement les 8 mars, parce qu'on pense qu'on doit, n'oubliez pas les 8 mars, et on va les continuer à faire tous les mois avec des rencontres spécifiques. Et ça, la dernière point, c'est un accord avec Junior Achievement pour promouvoir l'éducation financière des gens, et hommes et femmes, parce qu'on a signé un accord pour être là et pour aider à que Junior Achievement soit un acteur avec nous qui aide à promouvoir l'entrepreneuriat dans les écoles. Et aussi, on va faire des efforts pour avoir les lycées français involucrés dans cette initiative parce qu'on pense que l'éducation financière des femmes et des hommes, mais des femmes dans ces cas-là, ça fait beaucoup de différence pour être capable d'être un entrepreneur et être succès. Et avec ça, j'espère que ça ne s'est pas trop du temps. Je pense qu'on a donné quelques chiffres pour l'Espagne. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. C'était très instructif, beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques. Je pense qu'en résumé, on peut dire que l'entrepreneuriat féminin a de beaux jours devant lui et est en pleine évolution et plutôt dans le bon sens. Voilà, c'est plus lent que ce que ça devrait, mais ça avance quand même. Et content, comme nous tous, je pense, de voir que la Chambre de commerce aussi a des initiatives et des spécificités pour l'entrepreneuriat féminin et promeut aussi la part féminine, la part des femmes, on va dire, dans l'organisation. Donc tout ça, ça me semble très, très positif. Merci beaucoup, Sarah. Et du coup, nous allons passer maintenant à donner la parole à Daphné Floréal de Bijoux Lacaille. Donc Daphné, bonsoir.
Bonsoir Laurent, bonsoir à toute l'équipe et qui est présente avec nous et cet après-midi. Bonsoir à Sarah également et merci beaucoup pour la présentation. Et moi, je suis, comme je l'ai dit tantôt, Daphne Floréal et directrice artistique de Bijoux Lacaille. C'est le titre que je me confère, mais au fait, je suis la fondatrice de Bijoux Lacaille. Bijoux Lacaille est allons dire, c'est une initiative que j'ai lancée à l'époque, j'étais à l'université. Et c'était avant tout un moyen pour moi d'avoir mon argent de poche. Et j'ai fait des études en gestion des affaires, donc on est très conscient de l'importance de créer de la valeur, de l'importance d'avoir une entreprise. Et essentiellement, vous voyez mes boucles d'oreilles, vous voyez ma bague, c'est ma marque, c'est Bijoux Lacaille, c'est une ligne d'accessoires et boucles d'oreilles, bracelets, bagues, colliers et autres qui sont faits à la main à partir de matières naturelles comme la corne de bœuf, le bois et l'os. Et dans certaines collections, nous intégrons également des pierres semi-précieuses comme la turquoise, comme la malachite, le jasper et autres. Nous travaillons avec des ateliers, des communautés d'artisans qui utilisent des méthodes ancestrales, des méthodes qui sont transmises de génération en génération. Alors, allons dire que Bijoux Lacaille, c'est vraiment ce qu'on appelle l'économie orange. C'est pure économie orange, que ce soit au niveau de la créativité, les designs que nous faisons et les méthodes qui sont utilisées également. Nous apportons également notre contribution en ce qui a trait au recyclage parce que normalement, la corne de bœuf que nous utilisons, c'est une corne qui aurait été traitée comme un déchet dans les abattoirs que nous récupérons et que nous transformons en objet d'art. Donc, ceci étant dit, nous existons depuis tantôt 15 ans, même si j'ai l'air jeune, mais au fait, j'ai commencé très, très, très jeune. Donc, et nous sommes présents essentiellement en ligne, mais nous avons également des distributeurs dans d'autres pays comme les États-Unis, la Martinique, la Guadeloupe. Nous caressons le rêve d'intégrer également le continent africain, que nous pensons a beaucoup de potentiel pour ce type de produit que nous vendons. Mais entre autres, à part d'être la créatrice de Bijoux Lacaille, je revêt d'autres chapeaux et je travaille également à temps plein et je suis chef des opérations au Centre de facilitation des investissements. Je suis à temps plein maman et épouse également et j'ai 2 garçons en très bas âge. Et puis, je suis également dans l'organisation d'événements. Donc, moi, je vois l'entrepreneuriat féminin sur plusieurs angles, avec beaucoup d'opportunités, mais avec beaucoup de défis aussi. Et quand je vais peut-être commencer avec les opportunités, je vais vous dire également que Haïti est un pays avec une économie essentiellement informelle. Et dans l'informel en Haïti, il y a surtout des femmes. Alors, je n'ai pas de chiffres pour partager avec vous, mais je peux vous dire que la majorité des entreprises haïtiennes formelles sont créées ou dirigées par des hommes. Donc, de ces entreprises-là, vous allez avoir des femmes, certes, au niveau des opérations, au niveau du middle management, mais quand on commence à aller au top management, au niveau exécutif, il y a peut-être moins de femmes. Allons dire ça, c'est le premier constat. Au niveau du financement, les femmes ont moins accès au financement que les hommes. Ça s'explique aussi par le fait que beaucoup d'entreprises dirigées par des femmes ou bien créées par des femmes sont dans l'informel, c'est-à-dire ne sont pas formellement enregistrées, n'ont peut-être pas un compte en banque d'entreprise, c'est-à-dire les fonds personnels sont mélangés avec les fonds d'entreprise, donc il n'y a pas une séparation vraiment et au point de vue financier qui est fait. Et puis l'autre aspect aussi, l'autre contrainte, c'est que, et malheureusement, pendant ces 2-3 dernières générations en Haïti, les hommes ont été priorisés en termes de scolarisation, surtout dans les zones les plus reculées. Donc, si une famille avait des garçons, avait des filles, et l'homme, le garçon serait plus poussé à finir ses études scolaires et aller en université, alors que la fille peut-être allait s'arrêter en 9e année, et ce qui est l'équivalent du 4e secondaire et 9e année fondamentale, et peut-être l'orienter vers d'autres métiers comme la couture, comme la pâtisserie, etc. Donc, la femme, allons dire, n'était pas vraiment poussée, n'était pas très encouragée, ou du moins n'avait même pas accès à certaines opportunités et en Haïti. Durant ces 2 dernières générations et surtout pendant la mienne, je pense que le narratif a vraiment changé, le mode de pensée a vraiment changé. Et je prends aussi, l'un des constats aussi, c'est qu'il y a certains métiers où il y a beaucoup de
plus d'hommes que de femmes. Alors, je prends toujours l'exemple sur ma mère qui est ingénieure, mais ma mère était peut-être une des rares à son époque à fréquenter une école de génie et il y avait surtout des hommes. Et je fais toujours cette remarque aussi en Haïti, jusqu'à présent, on n'a pas eu de ministre de Travaux publics à être des femmes. C'est sûr, c'est ça. Toujours été des hommes. Il y a certains ministères où c'est toujours des hommes qui vont les occuper. Vous allez voir des femmes dans des ministères comme la culture, comme le tourisme, mais des ministères comme l'agriculture, comme les travaux publics, non, il n'y a pas de femmes. Et je pense que cela s'explique aussi par le fait, comme je l'ai dit tantôt, que peut-être les femmes étaient moins poussées dans des études, mais maintenant, avec ce changement-là où on voit des femmes présentes dans des secteurs très intéressants, et je pense que ça rejoint un petit peu ce que Sarah avait dit au début, la technologie, on voit pas mal de femmes au niveau de la technologie maintenant, et au niveau d'autres métiers peut-être moins tangibles, et dans la création ou bien dans la génération de contenu, surtout les réseaux sociaux qui ont quand même vu naître d'autres métiers qui n'existaient pas il y a de cela 10 ans. Il y a une présence des femmes et maintenant, il y a beaucoup à faire. Et je pense que le problème d'assistance technique n'est pas propre seulement à l'Espagne ou bien à l'Europe. C'est un problème qui est, je pense maintenant honnêtement encore que c'est un problème mondial parce qu'en Haïti, il y a beaucoup d'entreprises de femmes qui auraient pu grandir, qui auraient pu fructifier si elles avaient pu recevoir, bénéficier d'une assistance technique ou bien d'un accompagnement, du mentorat, du coaching. Moi, pour Bijou Lacaille, j'étais très chanceuse à travers différents programmes et particulièrement de la Caribbean Export de bénéficier du mentorat, du coaching et d'assistance technique, ce qui m'a permis vraiment de faire grandir ma marque, de corriger certaines erreurs et de mieux me positionner stratégiquement également. Et donc, je pense que c'est le type d'accompagnement qui peut vraiment aider les femmes à grandir leur entreprise. Toutefois, il y a d'autres paramètres que nous devons respecter, que nous ne pouvons ignorer. Et l'autre paramètre, c'est le paramètre où le rôle que joue la femme dans la famille. Alors, j'aime bien partager mon expérience parce que, comme je l'ai dit tantôt, j'ai 2 garçons. J'ai un garçon de 15 mois et j'ai un autre de 3 ans, donc assez jeune. Et avec cela, il y a quand même, je ne vais pas dire certaines limites, mais on tend à réfléchir à 2 fois avant de prendre certaines initiatives. Et Bijou Lacaille existe depuis 15 ans, donc l'équipe est montée, les tâches sont distribuées, elle requiert peut-être moins ma présence que d'autres initiatives que j'aurais souhaité lancer. Et par exemple, j'aurais souhaité, l'étude est faite pour que je puisse monter mon propre cabinet de consultation en stratégie et autres, mais ce n'est pas un projet que j'ai pu concrétiser jusqu'à présent parce que ce n'est pas évident quand on doit avoir un travail fixe, on a une entreprise et qu'on doit gérer une famille. Et tant que les enfants sont petits, ils demandent beaucoup plus d'assistance, beaucoup plus de présence de la maman. Et des fois, ils exagèrent un petit peu, mais il faut quand même gérer l'enfant, il faut lui donner du temps. Et on avoue que quand même, ça ralentit un petit peu ce qu'on aurait pu faire professionnellement. Et je pense aussi que c'est l'une des raisons aussi qui explique qu'il y a moins de femmes, comme je l'ai dit tantôt, au top management et dans certaines institutions ou bien de grandes entreprises. Et sinon, je ne veux pas être plus longue que ça parce que je sais qu'il y a tout un panel de femmes extraordinaires qui ont leur expérience, qui ont leur institution à présenter. Et moi aussi, je suis très curieuse d'apprendre ce qui se passe en Europe. Et je ne sais pas si je l'ai mentionné au départ, mais moi, je viens d'Haïti, de la Caraïbe, des Antilles. Il fait très chaud chez moi là maintenant. Et je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Mais encore une fois, je suis ouverte pour répondre aux différentes questions ou interrogations du public. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daphné. C'était très intéressant et ça m'a interpellé quand tu as parlé du caractère informel, de la capacité des femmes à s'adapter et à s'intégrer dans des structures informelles, dans des secteurs qui demandent de l'empathie, qui demandent de l'écoute, de la compréhension, et à contrario de certaines autres entreprises ou structures plus formelles, plus pyramidales, plus hiérarchiques, alors qu'on voit bien que les femmes entrepreneurs elles sont très à l'aise avec une organisation flat, comme disent les Américains, un peu horizontale, et c'est les organisations modernes d'aujourd'hui qui fonctionnent de toute façon. Donc, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Daphné. On va passer de suite à la table ronde du jour avec 5 femmes remarquables qui vont présenter leurs activités. Donc, on va commencer par Laurence Fontinoy de Women Health. Donc, Laurence, bonsoir.
Je sais que ton application est très orientée vers le bien-être spécifique pour les femmes. Donc, tu vas pouvoir nous présenter et nous détailler un peu plus ton aventure. Bien sûr, bonsoir et merci à toutes, à tous. Donc, je m'appelle Laurence Fontenoy, je suis belge. Je suis en Espagne depuis plus de 20 ans. Je suis venue étudier un MBA et je suis restée, je me suis mariée. Donc, là, principalement, toute mon expérience s'est déroulée en Espagne. Avant ça, j'ai quand même fait 6 ans. J'étais en Belgique, en Hollande, aux États-Unis, où j'ai commencé ma carrière. Principalement, j'ai travaillé en technologie, toujours, depuis le début. J'ai travaillé pour des grandes sociétés en technologie. Mon dernier rôle était chez Google, directrice marketing de l'Espagne et du Portugal. J'ai travaillé aussi cette année pour eBay et aussi pour le groupe Vodafone. Donc, à un moment donné, j'ai eu envie de commencer ma société. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi et c'est venu pour une raison personnelle que j'expliquerai aussi après. Et finalement, je pense que beaucoup de startups commencent par un problème personnel. À part ça, je suis maman de 3 enfants. J'étais maman un petit peu tard. J'ai mon premier enfant à 40 ans, donc j'ai presque 50 ans. J'ai encore un petit de 4 ans. Donc, je vois aussi très bien ce que c'est que d'avoir des petits-enfants. Et clairement, ça a été aussi la raison pour laquelle j'ai fondé WOM. WOM est une entreprise technologique qu'on appelle Deep Tech, de Femtech, Female Technology, de santé féminine. Clairement, ça n'a pas été facile d'avoir les enfants et je suis donc, avec ma partenaire Clélia, nous avons eu l'idée de monter une société pour aider les femmes à mieux connaître leur corps et avec l'aide d'une application. Donc, c'est la santé digitale. C'est une application dans un premier temps a été une application dirigée sur la fertilité ou simplement la recherche d'être enceinte. Ce premier produit que nous avons lancé il y a 4 ans a eu beaucoup de succès. Nous avons 1 300 000 utilisatrices dans 10 pays. Nous avons commencé par l'Espagne. Ma société est basée à Madrid. Nous avons commencé sur l'Espagne, puis nous avons rapidement eu du trafic en Mexique et en Amérique latine, où ça a été notre deuxième phase de développement. Et récemment, nous avons aussi lancé l'application en anglais, donc nous avons 15% de nos utilisatrices qui sont aux États-Unis et en Angleterre. Sur la dernière année, nous nous sommes rendus compte que nous devions aller plus loin que la fertilité, et donc nous avons repositionné la société dans la santé féminine globale. C'est-à-dire que maintenant, nous oppositionnons et nous aidons les femmes à partir de 18 ans, dans un moment de prévention, comprendre leur cycle, leurs règles, les symptômes, tout ce qu'il y a autour de la gynécologie de manière générale, recherche je ne sais plus comment on dit en français, mais trying to conceive en anglais. Aussi grossesse et postpartum. C'est un moment aussi pas facile et nous accompagnons les femmes jusqu'au moment de la préménopause et la ménopause. C'est une solution qui est technologique. Nous sommes basés sur des algorithmes et sur la machine learning. C'est pour ça que nous sommes une société deep tech. Donc, nous sommes 22 personnes et clairement, la grosse partie de l'équipe sont des ingénieurs, des personnes qui font du data science, et des personnes qui construisent l'application avec chaque fois plus de fonctionnalités. Principalement, elle fonctionne de la façon suivante. Donc, la femme qui est intéressée décharge l'application et à partir de là, nous demandons quelques points de data pour pouvoir commencer l'algorithme. À partir de là, nous donnons un forecast, donc une prédiction de quand sont les prochaines règles. Il faut savoir que seulement 17% des femmes ont leurs règles de 28 jours. Donc, ça veut dire que tout le restant n'ont pas de règles régulières. Et donc, ça veut dire que c'est difficile de savoir quand est ton jour d'ovulation, quand est la fenêtre fertile. Et donc, nos algorithmes définissent et font un forecast de cela. Nous sommes aussi spécialisés dans les règles irrégulières et donc nous avons des data scientists qui ne pensent qu'à ça, c'est-à-dire comment aider à faire de meilleures prédictions pour les règles irrégulières. Nous avons aussi un projet de reconnaissance de l'image
sur un paramètre biométrique et nous travaillons avec l'Université de Navarre dans une validation clinique. Donc, chaque fois, notre projet va de plus en plus dans la partie médicale et scientifique et c'est intéressant parce que moi, je venais de technologie, je viens de Google, principalement toute l'équipe vient de là. Et en fait, au fur et à mesure de ce chemin qu'on fait de business, il y a des étapes. Et nous avons commencé une étape plutôt lifestyle et nous atterrissons, enfin, en tout cas aujourd'hui, nous sommes dans une étape beaucoup plus de data, beaucoup plus de machine learning, plus médical. Et je pense que d'ici 3-4 ans, je pense qu'on sera beaucoup plus dans le prédiagnostic. Aujourd'hui, nous sommes dans la prévention. Nous donnons, en plus du calendrier que j'ai expliqué, nous donnons un contenu personnalisé avec des recommandations ou des articles sur la fertilité, sur la menstruation, sur la santé sexuelle, la santé mentale. Dans ces phases typiquement féminines, on passe par des époques différentes. Nous touchons aussi la rentrée au travail avec des enfants et aussi tout cet grand inconnu qu'est la préménopause et la ménopause. Nous avons aussi une communauté où les femmes s'interconnectent et se supportent. Je pense que ça, c'est aussi très important. Et donc, voilà, notre société a été, j'ai entendu beaucoup parler d'écosystème, je pense beaucoup à l'écosystème. Pour nous, ça a été clé dans notre développement. Nous avons eu des appuis dès le départ, on n'a pas du tout été timide pour le demander. Je pense qu'on a cherché proactivement à avoir ces appuis. On a fait 3 programmes d'accélération, Seed Rocket qui est à une époque pré-CEMIA, pré-Seed, je ne sais pas comment on dit en français. Et puis après, nous avons été aussi dans un programme de résidence de Google sur le campus de Google de Madrid. Et dernièrement, un programme de pré-série A d'internationalisation avec The Venture City. Aussi au niveau des investisseurs, je pense que c'est très important d'avoir des entrepreneurs en série. Nous avons eu la chance dès le départ d'avoir des business angels très connus en Espagne qui ont misé sur nous. Parce que quand on les a rencontrés, on n'avait rien. On avait juste l'idée. On est 2 femmes. Après, je parlerai un peu de cette problématique d'investissement aussi de fonds dans la deuxième partie. Mais clairement, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, dans nos investisseurs, nous avons 3 fonds, Venture Capital, et 2 des 3 est lidéré par une femme, Managing Director, et 30% de nos investisseurs Business Angels sont des femmes. Et nous avons aussi beaucoup de mentors et de coachs clairement qui nous ont aidés dans notre chemin, des ingénieurs de Google, les médecins, etc. Voilà, c'est un petit peu notre parcours. Je pense que je respecte les temps et je suis bien contente d'être là et de pouvoir parler un peu plus après. Merci beaucoup, Laurence. Du coup, maintenant, on va passer à Sarah Berset de Madrid Donne des Ailes. Donc, un club, si on peut résumer en gros la mission de Madrid Donne des Ailes, qui est de regrouper des femmes d'expatriés en Espagne qui peuvent être des entrepreneurs ou qui peuvent juste vouloir réseauter avec d'autres femmes d'expatriés sur Madrid. Si j'ai bien compris, Sarah? Bonsoir à tous et à toutes. Déjà dire que je suis hyper impressionnée par les parcours des femmes qui sont déjà présentées, hyper admirative, c'est inspirant vraiment. Donc merci à vous. Donc oui, Madrid Donne des Ailes. Je reviendrai du coup sur comment ça s'est créé, mais c'est donc oui, c'est ça. C'est un réseau professionnel féminin francophone. On est principalement constitué d'entrepreneuses. La plus grande partie sont entrepreneuses, mais c'est aussi ouvert à des femmes qui ont envie qui sont salariées, qui ont qui cherchent de l'emploi, qui ont besoin de soutien au niveau employabilité, qui cherchent des partenariats, etc. Donc voilà, je vais revenir sur du coup après sur comment ça s'est créé et qu'est-ce qu'on propose. Donc j'ai 37 ans. Je suis d'origine suisse, vous entendrez le petit accent certainement. Ça fait 3 ans et demi que je vis à Madrid. Je suis maman et entrepreneur, maman d'une petite fille qui va avoir 1 année dans 2 semaines. Quand j'étais en Suisse, j'étais éducatrice sociale.
J'ai travaillé auprès de migrants et de familles en difficulté, d'ados et enfants en grande difficulté sociale, familiale, psychologique. Et puis, quand je suis venue à Madrid, j'ai décidé de me reconvertir, même si je suis restée quand même dans la relation. Finalement, j'utilise un peu les mêmes outils que ceux que j'utilisais quand j'étais éducatrice. Mais voilà, vu les conditions salariales en Espagne, en tant qu'éduc, c'était pas voilà, possible pour moi. Enfin, je me voyais pas travailler dans ces conditions-là. Et en plus, j'avais envie de changement. Et c'était un projet de me mettre à mon compte qui était là dans ma tête depuis longtemps. Et je me suis dit que l'expatriation, c'était le bon moment pour le faire. Donc, je suis venue rejoindre mon chéri qui est madrilène et j'ai créé donc ma première entreprise qui s'appelait Bien dans mes baskets, qui était dirigée justement à l'accompagnement de familles expatriées qui se retrouvent en difficulté avec leurs enfants. Et puis, en parallèle, j'ai créé donc Madrid donne des ailes. J'ai créé ce réseau parce que, en fait, comme je m'étais lancée à mon compte, je me retrouvais un petit peu isolée. J'allais dans un espace, à l'époque, la piscine, ici à Madrid, qui était un espace de coworking et où ils organisaient des apéros network, des conférences, des ateliers, et ça me permettait de me mettre en lien avec des personnes ici, d'autres entrepreneurs, etc. Je trouvais ça hyper intéressant. En fait, ce lieu a fermé. Et du coup, je trouvais qu'il manquait un peu quelque chose, voilà, qui manquait quelque chose sur Madrid à ce niveau-là. Du coup, un peu sur un coup de tête, je dois dire, j'ai créé Madrid donne des ailes. Donc, j'ai créé un groupe Facebook, en fait, simplement. Et ça a très vite pris. Il y a eu très rapidement beaucoup de femmes qui ont été intéressées par le projet. Et du coup, rapidement, je me suis dit: «Ah bon, bah, voilà, j'ai créé ça, maintenant, il faut que je fasse quelque chose de ça». Donc, j'ai proposé un premier apéro network qui a très bien fonctionné aussi, voilà, avec des femmes qui ont vraiment envie d'échanger, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de créer un réseau de soutien, de solidarité, de s'enrichir les unes les autres. Je trouve que c'est juste incroyable. Donc ça, c'était en septembre 2019. Donc, j'ai fait plusieurs événements de ce style-là, apéro, ateliers, etc. Aujourd'hui, on est plus de 400 membres dans le réseau. Et donc, après, le Covid est arrivé et j'ai accouché. Donc, voilà, ça a été un petit peu une période un peu chaude, on va dire, tant pour moi que pour le réseau. Mais voilà. Et du coup, quand j'ai lancé Madrid donne des ailes, j'ai eu un déclic et je me suis dit qu'en fait, je me rendais compte en communiquant avec les femmes avec qui j'étais dans le réseau, etc., que je pouvais mettre mes compétences au service justement d'un autre public et que j'avais envie de changer. Et voilà, j'ai créé Shinel Coaching. Donc, aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui veulent devenir les leaders de demain. Justement, je les accompagne à prendre confiance en elles, à booster leur business, à redonner du sens aussi à leur activité. Parfois, justement, il y en a qui se sentent un peu perdues, qui ont envie de se lancer ou qui se sont lancées, mais toutes seules, c'est pas facile. Donc, moi, je me suis fait coacher. Quand je me suis lancée, franchement, ça a été vraiment essentiel pour moi, autant le coaching que justement le réseau Madrid donne des ailes. Voilà un petit peu. Donc, Madrid donne des ailes, durant la période de Covid, a été un peu mis entre parenthèses, on va dire, même si voilà, je continuais d'animer un peu les réseaux sociaux comme je pouvais entre mon bébé et enfin, les événements présentiels, évidemment, ont dû être stoppés. Et puis, en septembre, octobre, j'ai décidé de m'entourer d'une équipe pour m'aider à voilà, gérer le réseau parce que clairement, je n'arrivais plus tout faire. Comme disait Daphné, des tout petits, ça demande beaucoup de temps, d'énergie. Je lançais en même temps mon entreprise de coaching. Et puis voilà, mais je n'avais pas envie de laisser tomber Madrid donne des ailes parce que je trouve que c'est un beau projet, qu'il y a des belles énergies. Et je me suis entourée donc d'une équipe de femmes qui m'aident maintenant à animer. Et voilà, on recommence à mettre vraiment là des choses en place. On a un apéro prévu bientôt.
voilà, on propose des ateliers, des conférences. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment un réseau de soutien, de trouver des partenariats, de voilà, soutenir, s'entraider. En fait, ça rejoint complètement du coup mon rôle de coach. C'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire. C'est que j'ai envie d'aider les femmes à se rendre compte en fait du potentiel qu'elles ont, que être maman n'empêche pas d'être entrepreneur, que je pense qu'on peut faire les deux, que je pense qu'il faut juste bien s'entourer, trouver, ne pas hésiter à demander de l'aide, trouver du soutien et que voilà qu'on est capable en fait de faire des choses des fois qu'on n'imagine même pas et en fait, justement, en voyant toutes ces femmes qui m'entourent et en voyant mes clientes, comme elles avancent, comme finalement, je trouve qu'en tant que femme, souvent, on se remet tellement en question, on a ce truc où on est tellement souvent perfectionniste, etc., que voilà, pour moi, c'est vraiment une mission de vie, de cœur. Comme disait aussi Sarah Bigger au début, je pense que beaucoup de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat par vocation et voilà, c'est vraiment mon cas, ce réseau de Madrid donne des ailes aussi. C'est pour ça que je n'ai pas envie de le lâcher, c'est vraiment du plaisir avant tout. Voilà un petit peu pour le moment et après je reviendrai si jamais sur ce qu'on a pu observer dans le réseau des entrepreneuses de Madrid pendant cette période de Covid. Merci. Super. Merci beaucoup, Sarah. Ben, je vois qu'en fait, on est dans la continuité parce qu'on a commencé avec Laurence, avec la technologie au service de la santé des femmes. Et puis avec toi, on continue parce qu'il faut de l'accompagnement, il faut du coaching, il faut du support. Et l'union fait la force. Et forcément, les réseaux d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs, ben, ça a tout son sens. Et d'ailleurs, on est vraiment dans ce registre puisqu'on continue la table ronde avec Valérie Pinson du Club des Entrepreneuses. Donc, si je ne me trompe pas, tu es sur Barcelone. Oui, c'est ça. Bonsoir. Je vais te laisser présenter un petit peu, te présenter et présenter cet autre club Merci à tous. Merci à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler du Club des Entrepreneuses. En fait, c'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent avec ce que vient de dire Sarah dans l'histoire de la création du club. Car moi aussi, quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, je cherchais un réseau et j'en ai pas trouvé. Et c'est à partir de là que j'ai, avec une collaboratrice, organisé un événement qui a été un succès. Et à partir de là, on a créé un réseau. Donc, ça se recoupe beaucoup, en fait, c'est l'histoire. Donc, moi, je suis la présidente du Club des Entrepreneuses Espagne. Je suis aussi auto-entrepreneuse. Je suis spécialiste Google Ads. Je suis à mon compte depuis 3 ans. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours été salariée avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Par contre, j'avais aussi créé une communauté il y a 9 ans, quand j'avais eu mon premier enfant, ma fille, qui s'appelle Maman à Barcelone. Donc, ce n'est pas la première communauté que je crée ici à Barcelone. J'ai donc maintenant 2 enfants, une fille de 9 ans et un petit garçon de 4 ans. Et j'habite depuis 15 ans à Barcelone. Et j'ai vécu 1 an à Madrid avant. Donc, je connais un petit peu Madrid aussi. Voilà. Donc, le Club des Entrepreneuses, c'est une association à but non lucratif. Le but, c'est de soutenir les femmes francophones entrepreneuses en Espagne dans la création et le développement de leurs projets professionnels. Voilà. Donc, en fait, c'est un réseau d'entraide vraiment. En ce moment, il y a une adhésion annuelle, donc on est maintenant 75 membres. Par contre, beaucoup d'événements sont ouverts à toutes, donc ça c'est possible, tout le monde peut participer. Et avant la crise sanitaire,
on organisait beaucoup d'événements networking et aussi des formations. Donc, les événements networking sous différents formats, donc soirées, petit déjeuner, etc. Et on a organisé des événements où il y avait jusqu'à 50, 60 femmes entrepreneurs francophones. Donc, l'activité, elle est basée principalement à Barcelone, les événements présentiels. Mais récemment, nous avons aussi organisé des petits déjeuners à Girona et à Valencia. Voilà. Donc, peut-être dans le futur à Madrid. D'ailleurs, avec Nathalie, on a quelque chose peut-être de prévu, mais en ligne. Donc les collaborations sont bienvenues aussi entre les deux villes. Pour ce qui est en fait, quand la crise sanitaire a débuté, donc il y a 1 an, avec les membres du bureau, nous avons tout de suite commencé à faire des événements en ligne. En fait, on n'a pas du tout arrêté l'activité de l'association. Et dès le premier événement en ligne, on s'est rendu compte que justement, il y avait un gros besoin des femmes entrepreneurs à communiquer et à retrouver ce réseau, même en ligne. Donc, nous avons commencé à organiser des événements hebdomadaires sous toujours des thématiques professionnelles, parce qu'en fait, l'idée, c'était de continuer à se former pendant même le confinement à domicile, à se former et à travailler sur nos activités, même si moi, par exemple, au moment du confinement, en fait, j'ai perdu tous mes clients. J'avais certains clients qui travaillaient dans le tourisme, donc forcément, ils ont arrêté toute leur campagne publicitaire. Donc, moi, j'ai perdu quasiment tous mes clients. Mais comme j'ai 2 enfants, bon, bah, j'étais occupée de toute façon. Donc voilà. Je ne me suis pas ennuyée, on va dire. Et ce qu'on voulait faire, en fait, avec ces événements en ligne, c'était garder le réseau soudé et continuer à s'entraider, en fait, comme on pouvait, et faire aussi que les personnes restent actives, qu'elles n'oublient pas leur projet, qu'elles ne le laissent pas de côté, qu'elles ne baissent pas les bras, en fait. Donc, on a eu des très bons retours sur ces événements. Et chaque semaine, on retrouvait souvent les mêmes personnes qui avaient besoin justement de voir des têtes connues et aussi de nouvelles femmes entrepreneuses, car ces événements en ligne, ça nous a donné beaucoup de visibilité d'ailleurs. Beaucoup de femmes nous ont connues grâce à ces événements en ligne, parce que c'est vrai qu'avant le confinement, enfin avant la crise sanitaire, on n'avait pas du tout pensé à faire des événements de ce type. Donc ça, c'est le côté positif. Même maintenant, on continue, on fait un événement en ligne par mois et ça nous a permis de connecter avec des femmes qui sont aussi en France, qui sont dans d'autres villes d'Espagne, par exemple à Séville, à Valence. Donc ça, ça a été quand même positif. Donc, quand on est après l'été, quand on a recommencé un petit peu l'activité normale du club en septembre-octobre, on a recommencé avec des petits événements, enfin des événements en groupe réduit, on va dire, et aussi les permanences du club. Donc, 1 fois par semaine, on fait une permanence avec les membres du bureau. On accueille les personnes qui veulent venir nous parler, qui ont besoin de conseils ou d'être mis en contact avec des experts ou juste un besoin de parler, en fait. Et c'est donc à la rentrée où on a commencé à avoir un feedback de ce qui s'était passé depuis le début de la crise sanitaire, et où les entrepreneuses nous ont un peu raconté leur expérience. Et en fait, on s'est rendu compte que
que beaucoup de femmes avaient pris justement ce temps de pause pour réfléchir sur leur projet, pour peut-être adapter leur business. Beaucoup de personnes sont passées sur des formats en ligne. Par exemple, je pense aux thérapeutes. Beaucoup de thérapeutes, en fait, avant avaient un cabinet et louaient un cabinet et elles se sont rendues compte que, en fait, en ligne, ça fonctionnait aussi très bien. Donc ça, c'est encore un côté positif. Et beaucoup de personnes se sont peut-être lancées vers des projets qu'elles avaient en parallèle et qui en fait ont pris le dessus par rapport à leur activité d'avant. Par rapport justement, peut-être que c'était un secteur plus propice pendant la crise sanitaire, donc elles se sont reconverties ou elles ont préparé un nouveau projet en fait. Donc, ça a été vraiment un temps de réflexion, de préparation et de peut-être recadrage de son activité. Donc aujourd'hui, là, ça fait depuis le début de l'année et surtout depuis un mois, on a noté vraiment un regain d'activité au sein du club. On a beaucoup de gens qui nous contactent en ce moment, des personnes aussi qui viennent d'arriver à Barcelone, donc qui avaient pris l'opportunité de se préparer, de préparer un déménagement ou un lancement d'activité à Barcelone et qui maintenant se lancent. Donc, je ne sais pas si dans les autres réseaux, vous avez aussi noté ça. Mais nous, ce dernier mois, on a vraiment noté beaucoup de nouvelles têtes et beaucoup d'envie de connecter et de se regrouper et d'intégrer un réseau, puisque de toute façon, nos membres sont principalement des auto-entrepreneuses en fait. On n'a pas beaucoup de chefs d'entreprise, c'est des auto-entrepreneuses, donc ils travaillent forcément individuellement et qui ont besoin justement de trouver un réseau. Donc, c'est pour ça l'importance de tous nos réseaux. Je pense que c'est un peu pour les auto-entrepreneurs, c'est l'entraide dans le réseau, c'est je pense la chose la plus importante. Donc voilà. Donc j'ai très envie de connecter justement avec les réseaux de Madrid. Je pense que ça peut être très intéressant. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Non, et tout ce que tu as dit, ça parle beaucoup parce qu'on s'est rendu compte pendant cette période de Covid et cette pandémie et ces confinements, déconfinements, etc., que toutes les personnes qui avaient un projet ou qui avaient leur propre activité, du coup, soit par baisse d'activité, soit par baisse de motivation, le projet peut battre de l'aile ou on peut perdre un peu confiance, on peut perdre un peu son énergie et c'est super important de toujours rester groupé, de toujours se socialiser, même si c'est virtuel, mais toujours continuer à communiquer avec d'autres personnes qui ont leur projet, se motiver et on se rend compte encore plus en cette période que voilà, il ne faut pas lâcher, même si le présentiel a pris un coup, il faut trouver des solutions et il faut s'adapter. Donc c'est super, encore une belle initiative de club de femmes entrepreneurs, c'est super. Donc du coup, on va passer maintenant à une autre femme remarquable qui est Ilem Ben Amara de Décor Baraka. Bonsoir Ilem. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, Ilem Ben Amara, de la fondatrice de Décor Baraka, un parcours vraiment beaucoup de mélange dans mon parcours de vie, c'est-à-dire née en Tunisie, génération de 70, 1971 exactement, et maîtrise en philosophie. Je n'ai pas vraiment accepté d'enseigner la philosophie, c'était ma philosophie. J'ai fait un autre parcours dans la logistique de transport
J'étais pendant des années presque 2006, 2007 jusqu'à 2012. Non, avant quand même, parce que j'ai travaillé entre les deux. La responsable logistique du transport chez Sagem France. Alors, tombée amoureuse d'un Espagnol, marié. Alors, et j'ai encore un changement radical, changé toute ma vie. J'habite en Andalousie, Malaga, Ronda exactement. Donc, entre la philosophie, la logistique de transport et l'Andalousie, un petit village à Ronda, je n'ai pas vraiment trouvé la chance de trouver un poste qui convient, vraiment l'ignorance de l'espagnol aussi. Hein, n'oublie pas ça, parce que je parle anglais, français, oui, l'arabe, bien sûr, mais pas l'espagnol. Donc, j'ai donné à fond pour apprendre l'espagnol et j'ai étudié le tourisme. Voilà, c'était vraiment pour moi, c'était d'avoir un titre dans le tourisme pour commencer à vraiment entrer dans le marché laboral. Donc, après, juste un an, j'ai travaillé quelques mois dans l'office de tourisme de Ronda et après, j'ai été postée dans un endroit touristique très grand, très connu ici. 6 ans, j'ai beaucoup aimé mon travail. 6 ans, terminé mal, vraiment, harcèlement sexuel et ça m'a beaucoup touchée, beaucoup. Et j'ai décidé de vraiment de commencer de nouveau. Alors, dans ce cas-là, j'ai décidé de faire ce que j'aime. J'ai créé Décor Baraka, mais dans une vraiment, je vais partager les travaux, je m'excuse, et je continue à parler. Alors, bien sûr, j'étais amoureuse de tradition et du design. Elle est née dans une petite ville du sud de la Tunisie, vraiment où les femmes combattantes essayent de vraiment de tisser, de faire des œuvres d'art, ce qu'on appelle les kilim berbères. Donc, j'ai voulu faire une association des femmes, j'aide les femmes pour promouvoir et vendre leurs produits, leurs tapis à travers mes designs. Et l'idée, c'était comme ça, de commencer à faire des designs de meubles tissés, je vais préciser un petit peu. Alors, meubles tissés par ces femmes-là, c'est-à-dire les tapis tissés. Et moi, je fais la création de ces meubles-là, je mélange les tissus avec les tapis berbères faits à main. Et comme ça, j'ai commencé réellement en 2019, août 2019. C'est vrai que un petit peu difficile pour moi de commencer depuis c'est-à-dire l'Andalousie, le marché est trop limité. J'ai jamais eu du support, c'est-à-dire du support. J'ai pas mis mes pieds ou j'ai pas trouvé la route jusqu'à maintenant chez les clients potentiels. Alors j'ai beaucoup investi dès le début. J'ai participé à l'EFEMA de Madrid en février 2020. J'ai réussi à avoir un portefeuille pas mal des clients et tout ça, mais tout est arrivé en 2020, justement, mars. Donc, je me suis trouvée avec un crédit bancaire, avec tous ces genres de meubles que j'ai fait. Tout était bloqué jusqu'à maintenant, franchement. Alors, grâce à CADE, c'est l'école des entreprises de Ronda, ils m'ont aidé à me donner un petit atelier gratuit pendant 3 ans, ça c'est vrai. Et comme ça, je me suis échappée de vraiment le logement et tout ça. Ne dis pas que je suis seule parce que mon mari est allé en Grèce pour chercher un travail pendant la pandémie parce que tout était vraiment fermé et la société où il a travaillé. Donc, seule ici avec une fille de 10 ans. Je reste toujours attachée à mes traditions, à tout ça et aussi, j'ai l'espérance de trouver un chemin pour demain, c'est-à-dire des gens qui aiment mon design, surtout que ce sont des choses vraiment
qui font ça, c'est un petit peu, pour moi, c'est un charme spécial. C'est notre culture, la culture berbère, la culture, mais mélangée aussi. Moi, j'ai pas cessé de faire une collection qui mélange entre un design moderne et ce tissu-là. Et voilà, je suis vraiment ravie d'être avec vous. Et merci beaucoup de me donner parole pour parler de tout ça. Alors, comment je peux expliquer un petit peu Merci beaucoup, Ilem. C'est vraiment intéressant, hein. On voit bien que ton design, c'est vraiment une niche, hein. Tu as vraiment trouvé l'opportunité de t'exprimer au niveau artistique, au niveau business. Et on voit que tu es passionné par ce que tu fais. Donc, c'est vraiment génial. Merci beaucoup pour partager tout ça avec nous. Et on est un peu juste là, du coup, au niveau du planning, au niveau du temps. Donc, je vais accélérer un petit peu. On va passer de suite, du coup, à Nathalie Bottinelli de Madrid Accueil Pro, donc un autre club de femmes entrepreneurs qui fait partie, du coup, c'est une division de Madrid Accueil, l'association bien connue sur Madrid. Du coup, Nathalie, je vais te laisser la parole. Merci beaucoup, Laurent. Je vais essayer d'être concise alors, puisqu'on court derrière le temps. Ce que je vous propose, c'est de commencer par ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Une entrepreneuse qui disait « Le chaos provoqué par la crise du Covid nous a permis de remettre de l'ordre dans nos vies d'entrepreneurs. » Donc, chaos, ordre, ça rejoint un petit peu ce que disait Valérie tout à l'heure, hein, qui disait que cette période, finalement, elle a permis un temps de réflexion, un temps de recadrage. Et pour vous parler ce soir, ce que je vous propose, c'est de passer en revue 4-5 questions clés que se posent nos entrepreneuses qu'on côtoie au quotidien et de vous apporter comme réponse finalement leurs témoignages pour mettre du concret. Une première question d'entrepreneuse, donc pendant cette période particulière du Covid qu'on a vécu, qu'on vit encore, une première question, quelle est mon identité? Quelle est l'identité de mon entreprise? Quelle est ma raison d'être? Donc pour Carole, qui est coach depuis 6 ans, l'une de ses raisons d'être en tant que coach, c'est l'aide aux personnes. Et en se questionnant sur les valeurs clés autour de sa raison d'être, c'est la valeur de solidarité qui est apparue en premier. Et donc, elle s'est regroupée avec 3 autres coachs au début du Covid, 3 autres coachs indépendants, pour proposer en ligne, une fois toutes les quinzaines, des petits ateliers de réflexion personnelle et professionnelle qui étaient offertes gratuitement au public qui le désirait. Donc, ces ateliers qui étaient gratuits ont trouvé leur clientèle et puis maintenant sont rémunérés. Comme quoi, la valeur de solidarité, l'action solidaire a permis de construire une nouvelle offre de service pour cette personne. Une autre question, par exemple, quels sont les besoins, et notamment les nouveaux besoins de mes clients ou les besoins que je n'avais pas encore perçus de mes clients. Et là, je vais prendre l'exemple de Véronique, une jeune femme prof de pilates, qui, depuis qu'elle propose des cours en distanciel, se rend compte qu'elle peut continuer à suivre ses clients même pendant les vacances scolaires, depuis son lieu de villégiature. Et ses clients lui en sont très reconnaissantes. Donc, elle rend service et en même temps, elle fidélise sa clientèle. Une troisième question, donc je réfléchis pendant cette période de Covid et je me dis quelles nouvelles compétences dois-je développer. Alors, c'est d'abord des compétences personnelles qui ont été développées. Et là, je vais citer Fanny, qui est coiffeuse à domicile, qui ne travaille plus du tout de la même façon. Avant, elle avait des agendas à la semaine. Et depuis le Covid, elle travaille à maximum 3 jours, sachant que même quand elle anticipe, ça peut encore changer. Et son mot-clé, c'est sa nouvelle compétence, c'est l'adaptabilité. Et ça s'est révélé donc, ces derniers temps. C'est aussi des compétences professionnelles. Depuis le premier confinement, on a vu un nombre incroyable d'opportunités de formation qui se présentaient à distance, et notamment pour nous toutes qui habitons en Espagne et qui ne pouvons pas suivre de formation en France. Un espace nouveau s'est offert, et je peux témoigner qu'à titre personnel, j'ai eu la chance, de façon complètement inespérée, il y a 1 an, d'approfondir des thématiques qui me tenaient à cœur, d'assister à des ateliers mis en pratique, et puis même aussi de rencontrer des personnes que j'avais perdues de vue au cours de webinaires. Donc, c'était même sympa. Je repense aussi à une autre personne qui s'est formée de façon approfondie aux outils de la vidéo sur le web et qui propose aussi maintenant des programmes de formation en ligne très professionnels. Une autre question.
comment ajuster son offre. Alors là, je pense à Sophie qui développe une application qui permet la location en ligne d'appareils électroniques. Eh bien, en fait, en réfléchissant dans cette période particulière où on dit plus de digital, moins de contact, finalement, l'effet Covid a renforcé ses convictions à 100% pour se développer sur sa nouvelle activité. Et puis, je vais finir par une dernière question. Comment puis-je être soutenue en tant qu'entrepreneur pour avancer dans cette période d'incertitude ? Tout à l'heure, Sarah Bigger nous a donné une piste et c'est celle que je vais reprendre, puisque bien sûr, il y a l'environnement familial ou amical qui est très important, mais il y a aussi l'appartenance à un club ou à un réseau. J'ai trouvé les chiffres en France, pas en Espagne, mais en France, 47% des femmes entrepreneurs appartiennent à un réseau. Nous, donc à Madrid Accueil Pro, le leitmotiv, c'est s'entraider, s'encourager, partager nos expériences. C'est là dans un réseau qu'on trouve de nouvelles compétences, l'accès à des formations, du coaching, du réseautage, de l'entraide. Alors, pendant le Covid, on n'a pas arrêté nos activités, on a continué tout ce qui était possible de continuer. Par exemple, en novembre, on a pu faire une conférence en ligne dont le thème était « Optimiser son potentiel grâce à son mental », où on avait du coup bénéficié de la présence de personnes qui étaient en France, un ancien militaire, une ancienne championne olympique, et on a pu réunir 70 personnes. Donc voilà, un certain nombre d'actions comme ça qu'on a pu continuer à faire, ainsi que nos ateliers de formation, de coaching, etc. Et j'ai envie de dire qu'un réseau, c'est surtout bénéficier de l'intelligence collective, et c'est ce qu'on trouve, ce que les adhérents trouvent aussi entre eux, c'est s'aider à répondre aux questions qu'on vient de passer en rue, par exemple. Et les femmes autour de nous souligne surtout l'importance du regard des autres, pas seulement de la formation du coach, mais surtout des autres, de ses pairs, pour trouver des solutions et bien sûr aussi célébrer des réussites, parce que ça, c'est vraiment important. En conclusion, je dirais que la crise du Covid a certes provoqué pour beaucoup un chaos, mais elle nous a permis de remettre de l'ordre dans nos vies d'entrepreneurs. Et enfin, elle a généré aussi beaucoup de solidarité. Et ça, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup, Nathalie. Non, c'était très intéressant ton intervention et ça confirme en fait ce qu'on pense tous. C'est pas que des défis et des problèmes à gérer. Le Covid, c'est aussi un accélérateur. Ça a été un accélérateur de réflexion, un accélérateur de test aussi de son activité, de résistance de son activité. Et il faut le voir aussi un peu de façon positive parce qu'il vaut mieux accélérer, on va dire, les contraintes au début quand on lance, quand on développe un business pour évaluer, voilà, des fois pivoter, comme on dit, et adapter un peu le business model et du coup sortir plus fort de ça. Donc, super intéressant. Merci pour toutes ces questions. Et du coup, il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 7 minutes avant de passer à la remise du prix Mampreneur 2021. Donc, du coup, on va aller très vite. On a une petite question là, même une grande question, on va dire, qui est la question du jour, sur laquelle on va débattre du coup quelques minutes. Si la Covid-19 fera-t-elle reculer l'entrepreneuriat féminin? Donc, cette question… grande question. Donc, du coup, on va débattre quelques minutes dessus. Je vais donner la parole, si elle la veut bien, à Sarah Bigger de la Chambre de commerce. Sarah, qu'est-ce que tu penses de cette question? La Covid-19 fera-t-elle reculer l'entrepreneuriat féminin? Ce que je pense, c'est que le Covid-19 a fait se mettre dans des difficultés partout, des hommes et des femmes. C'est vrai que je pense que tous nous connaissons que les femmes, ils ont dû travailler chez elles d'une manière différente parce qu'il y a eu plusieurs couples qui se sont trouvés dans des travails, mais on devait choisir parce que les enfants, ils étaient là. Les gens, s'ils sont des compromis familiaux aussi. Et il y a eu beaucoup plus de difficultés pour des femmes que pour des hommes. Et parce que normalement, on a
la responsabilité des enfants, des familles et tout ça, et bien qu'on veut faire la conciliation, mais c'est vrai que ça ne fonctionne pas et suffisamment bien. Et je pense que le COVID, il a affecté à tout le monde, mais que de notre côté, toute la partie technologique, il s'est accéléré d'une manière claire. On a eu Laurence avec toutes ces startups très technologiques et je pense que ça va beaucoup aider. Comme j'ai dit, la technologie, elle est arrivée à des startups avec beaucoup de femmes. C'est-à-dire que je pense que le COVID, il a des positifs et des négatifs et que les femmes, ils se sont dit, d'accord, on doit accepter ça et on doit faire des choses. Et je pense qu'ici, on a beaucoup de femmes très positives et qu'on doit continuer à lancer ce message de qu'on peut le faire. Et on va nous aider nous-mêmes. Et je voulais vous offrir l'aide aussi et le support de la Chambre de commerce dans des délégations et notre équipe qui est toujours disponible. Et moi, d'une manière beaucoup plus qu'avant, parce que je suis femme, absolument ouvert à de nouvelles initiatives qu'on pourrait faire ensemble si ça vaut la peine de l'étudier. Merci beaucoup, Sarah, pour ton retour. Laurence, peut-être tu as un avis sur la question? Oui, je pense qu'à court terme, ça va avoir un impact négatif et j'espère penser qu'à moyen terme, ça ne sera pas le cas. Je pense que un des problèmes de l'entrepreneurship féminin, c'est l'investissement, c'est les fonds. Une chose, c'est les business angels, une autre chose, c'est les venture capital. Nous, ça a été très difficile. Nous avons fait 4 rounds d'investissement au total. La dernière, on l'a fermée. On l'a fermé dans le sens positif du terme pendant Covid, pendant le premier confinement. J'ai dû textuellement m'enfermer dans une pièce pendant 1 mois pour faire le due diligence du venture capital avec ma socia. Et je pense que si je n'avais pas eu l'aide de mon mari, ça n'aurait pas été possible. Parce que, et ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Je pense que Covid fait qu'en effet, les femmes elles doivent être plus présentes. Moi, dans mon cas, j'ai le support. Ce n'est pas toujours le cas qu'on a. Mais clairement, seulement 2% de tout le capital vont aux femmes. En tout cas, aux startups, l'idée avec un CEO femmes et autres founders féminins. Et ça fait que les choses sont difficiles. Et ça a diminué. Donc, c'est déjà 2%, c'est très bas. Et c'est 2% aux États-Unis, en Europe, je crois que c'est encore moins. Et ça a diminué pendant le Covid. Donc, même si la proportion, enfin, s'il y a beaucoup de capital en 2020, et je pense que c'était beaucoup à tous les secteurs où on est, la santé digitale, le mental health. Je pense que tout ça, ce sont des secteurs technologiques super intéressants qui vont aller en hausse, mais ça va être très fort par secteur. Et je pense que comme femme, il faut vraiment chercher les supports. L'entrepreneur, c'est super dur avec une famille et des enfants en bas âge. Et il faut chercher ces appuis absolument au niveau familial. Merci beaucoup, Laurence, pour ton avis sur la question. Bon, il nous reste 2 minutes avant le prix Mampreneur. Daphné, peut-être tu veux ajouter quelque chose? Oui, certainement. Justement, je pense que c'est intéressant. Et mon input, vu que vous êtes toutes quand même basées en Europe et vous savez que probablement la COVID a été moins violent dans la Caraïbe et plus spécifiquement en Haïti qu'en Europe. D'ailleurs, je dois vous dire qu'on est resté semi-confiné pendant 5 à 6 mois et ensuite les activités ont repris à la normale. Là, maintenant, les activités sont à la normale en Haïti, donc on n'est pas confiné du tout. Il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a rien en ce sens. Et toutefois, et je pense que pour les entreprises formelles, il y a beaucoup de potentiel. Je dois dire que la COVID m'a permis d'utiliser le plein potentiel de mes ventes en ligne. Et avant, j'ai toujours fait ça depuis 6 ans, mais je n'avais vraiment poussé les ventes en ligne. Avec la COVID, je n'avais pas le choix.
c'était la seule façon de pouvoir générer des ventes. Et vraiment, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et ça m'a permis de vendre sur une base régulière, d'investir. Et je sais qu'il y a des spécialistes de Google Ads, mais vraiment d'investir en ce sens, d'investir dans la promotion et sur les réseaux sociaux. Et j'ai pu voir les retombées. Et l'autre aspect aussi, et que je dois dire au niveau de la COVID nous a permis d'innover aussi. On était très genre, comme si on a un magasin, on vient, on achète. Là, maintenant, on a vu quand même une multiplication de services de transport, c'est-à-dire là, les gens achètent et se font livrer. Ce n'était pas aussi courant en Haïti. On a vu beaucoup plus de magasins avoir une vitrine en ligne ou à mieux utiliser les pages de réseaux sociaux. Et ce sont, je dois dire, la majorité des entreprises dirigées par des femmes. Et c'est pour cela que je dois dire que la COVID a permis aux femmes haïtiennes de découvrir un autre horizon, de nouvelles perspectives. Et certaines entreprises qui, oui, ont probablement disparu avec la COVID. Il y a des entreprises qui ont disparu avec la COVID, des entreprises qui sont dans l'hôtellerie, qui sont dans l'événementiel. Certaines ont dû se reconvertir et avoir plus d'événements en ligne. Mais en termes de rentrée, ce n'est pas la même chose, on est d'accord. Mais et sur le court terme, et la COVID nous a vraiment permis de revisiter notre modèle économique, notre business model, ce que nous pouvons faire, nous a permis de repenser aussi à tout le potentiel de notre entreprise. Je rejoins peut-être ce que, je ne sais plus qui est-ce qui l'avait dit, mais la COVID nous a permis vraiment de revoir notre vie d'entrepreneur, de voir comment on peut mieux concilier aussi notre vie d'entrepreneur, notre vie de famille. Et en gros, c'est ce que je peux ajouter en ce sens. Merci beaucoup, Daphné, pour partager ton point de vue. Et du coup, on va passer au prix Mampreneur. Stéphanie, tu es là? Alors oui, je suis là. Merci beaucoup de me céder la parole. Alors je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion d'être parmi vous, de vous avoir écouté. Vous êtes vraiment des femmes exceptionnelles et je me sens vraiment ravie de faire partie de cette communauté des femmes entrepreneurs exceptionnelles également. Je ne vais pas mobiliser la parole, je voulais juste présenter en fait le prix Mampreneur 2021 et en même temps pouvoir également remercier l'Institut français d'Espagne qui est évidemment co-organisateur et partenaire de la Francophonie Espagne 2021 et remercier tout particulièrement l'ambassade d'Haïti et l'ambassade de Tunisie nous avoir permis également de partager notre expérience et votre expérience ensemble. Le prix Mampreneur, c'est donc l'initiative de l'association La France aussi, dont je suis présidente. Et l'objectif de ce prix est plutôt de mettre en évidence le talent des femmes francophones en Espagne et vraiment de donner un coup de pouce. Moi, c'est un peu le leitmotiv de mes actions, de mon activité en Espagne, c'est donner un coup de pouce, l'entraide et notamment offrir du coup une visibilité et apporter des solutions lorsqu'on peut le faire en tout cas à des femmes entrepreneurs. Donc cette communauté des femmes entrepreneurs évidemment me tient beaucoup à cœur, mais notamment la condition de la mère. La mère, cette femme qui en même temps qu'elle va développer son activité, va également développer cette merveilleuse entreprise qui est la famille, qui est la clé de notre avenir et la clé du succès, de l'épanouissement personnel de chacun. En tout cas, c'est mon point de vue. Et rapidement, je cède donc la parole à cette magnifique femme. Audrey, c'est à toi. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Je m'en remets encore. J'avoue, j'ai dû lire une bonne dizaine de fois le mail. Je suis encore en train d'assimiler. Donc, merci à tous les partenaires que je ne citerai pas pour en oublier aucun. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Et du coup, c'est vraiment un truc de dingue. C'est un peu un double anniversaire. Parce que en fait, c'est mon anniversaire le 18 mars. Donc, déjà, rien que ça. Et en fait, l'année dernière, j'ai appris le 16 mars que j'attendais des jumelles. Donc en plein Covid, etc. Donc j'ai bientôt 35 ans et donc je suis maman de 3 enfants, donc d'un petit garçon de 5 ans et de jumelles de 5 mois. Et ça va faire bientôt 12 ans. Enfin, en octobre, ça fera 12 ans que je suis à Madrid et en fait, je suis entrepreneur moi depuis le début. J'ai fait qu'1 an de salariat. Je pensais beaucoup à Madame Bigger quand elle parlait. Effectivement, je suis passée par l'entrepreneuriat directement avec mon cabinet libéral de psychomotricienne. Et du coup,
En fait, ce concours, il a été génial parce que j'étais d'abord psychomotricienne et en juin 2019, j'ai décidé d'amplifier mon activité, enfin de l'augmenter en devenant aussi coach et en accompagnement des personnes. Et à travers ce concours, je me suis rendu compte de comment les deux étaient liés. Donc, c'était hyper riche, hyper puissant. Et donc, oui, le Covid a forcément mis un coup d'arrêt parce que je l'ai attrapé en étant enceinte des jumelles. Donc, du coup, bah là, en fait, tout s'est arrêté puisque je me suis surtout occupée de moi, de récupérer et d'aller le plus loin possible avec les jumelles pour que tout se passe bien. Et effectivement, quand j'ai eu l'annonce des jumelles, j'étais à la fois super contente parce que c'était la première semaine du confinement et à la fois, je me disais, mais comment je vais faire professionnellement parlant? Ça ne va pas être possible. Et ben, c'est là où effectivement on innove, on se recrée. C'est le pro, je crois, enfin, c'est le principe de l'entrepreneur, hein, c'est qu'il est multitâche, il fait 10 000 métiers en même temps, hein. Il est directeur, il est SEO, il est Google Ads, ou alors il prend quelqu'un qui fait Google Ads, mais enfin, il va vraiment avoir 10 000 casquettes, il va être community manager, copywriter, comptable, enfin, etc. Et donc, j'ai innové en proposant des formations en ligne, en faisant mes séances en ligne. Donc là, je reprends depuis peu, depuis février en ligne et ça se passe très bien. Et du coup, tout ça arrive. Enfin, je suis encore sous le choc de l'annonce et la joie. Et encore un grand merci. Et aujourd'hui, voilà, s'il y a un truc que j'ai appris avec le Covid et qui me sert au quotidien dans mon entreprise de mompreneur, c'est que comme rien n'est impossible, parce que s'il y a 10 ans, on nous avait dit un jour, vous serez tous enfermés chez vous, tout le monde aurait dit non. Eh ben, je pars du principe que tout est possible. Et donc, du coup, c'est moi qui décide les limites que je me mets. Et ça a été le plus bel apprentissage que j'ai pu avoir. Donc voilà. Bravo Audrey, félicitations. Merci beaucoup. Donc du coup, je pense qu'on peut passer à la conclusion par Karine. Karine, tu es là? Oui, je suis là. Et je voudrais d'abord dire bonjour et bonsoir, car la francophonie rayonne dans le monde entier. Et donc, c'est important, je voudrais, dans ces conclusions, rajouter du « et ». Du « et » parce que la question posée était « le Covid-19 fera-t-elle reculer l'entrepreneuriat ?» Nous sommes confrontés à l'incertitude depuis 2020 qui s'est installée dans nos vies. Nathalie a parlé de chaos, a rappelé effectivement que le chaos pouvait être une opportunité. Daphné a commencé avec cet entrepreneuriat qui a beaucoup d'opportunités et de défis. Il y a effectivement des grandes difficultés. Laurence en parlait avec le financement pour les femmes. Madame Sarah Bieger nous a présenté le panorama de l'entrepreneuriat féminin. Mais il y a encore du « et », puisque Laurence est un exemple du financement de son entreprise. Donc, comme on parlait Audrey, félicitations, je me permets de te le dire directement. Il y a des lignes qui sont posées dans l'imaginaire, dans les histoires qu'on nous a racontées et qu'il faut petit à petit déconstruire. Je pense que beaucoup d'exemples, quand Sarah nous parle de tous ces réseaux, Valérie également, Nathalie, de la force des réseaux, de la force de la solidarité féminine, cette sororité si importante et qui a été mise en valeur ce soir. Il y a effectivement beaucoup de « et » dans les réponses. Donc, il est difficile à court terme, car ce qu'a mis aussi en valeur l'entrepreneuriat féminin, c'est que nous sommes des chefs d'entreprise et des mamans. Et c'est aussi important. Et je pense que la Covid a remis de la vie dans nos vies, a remis les émotions au cœur. Et Nathalie en parlait par rapport aux questions, à savoir quelle est ma raison d'être. Laurence parlait de résolution de problèmes.
Sarah a parlé d'envie. Je pense que Sarah Bigger, Sarah Berset ont parlé à différents moments dans la présentation de nos envies. Et effectivement, cet entrepreneuriat féminin repose sur des envies fortes, sur des valeurs fortes et sur une force qui est quelque part souvent insoupçonnée. Et c'est reconnaître cette diversité, reconnaître à la fois la force qui est présente dans toutes ces femmes, et puis des doutes aussi à différents moments, des limites qui peuvent être posées, des fortes envies comme le financement et des sujets. Et j'ai envie, je ne me suis pas présentée dans la fougue et dans l'envie de réduire avec le temps qui était compté. Moi, ça fait 25 ans que je suis en Espagne. J'ai d'abord travaillé pendant une vingtaine d'années dans le retail, avec des grands groupes multinationaux. Et depuis 5 ans, j'ai quitté le monde corporate pour justement, curieusement, me préparer à ce moment, puisque je travaille dans la gestion du stress. Je travaille dans la conscience. Je travaille dans cette connaissance de soi qui est si importante aujourd'hui à développer et qui va nous aider à répondre aux questions qu'a posées Nathalie sur la raison d'être et toutes les questions qui ont été posées ce soir. Et puis Bi, on est complètement dans le schéma présenté par Sarah. Nous sommes 3 femmes avec Barbara Loyer et Sophie Duranté. Et Bi, c'est la petite abeille en fait. C'est ce mode abeille, retrouver ce naturel, retrouver notre essence, retrouver de la simplicité, retrouver ce qui est important pour nos vies, pour le respect du vivant en règle générale, qui va s'inviter aussi avec la Covid. Ce respect du vivant, ce respect de la famille, se poser des questions sur les appuis, sur les appuis internes. Laurence en parlait, avec l'importance de former une équipe à l'intérieur des familles et pour pouvoir renforcer ces projets, les sortir du chaos pour remettre en ordre, pour reprendre ce que disait Nathalie. Donc, il y a vraiment cette notion d'accompagnement qui a été présentée ce soir et qui est très important. Nous allons toujours plus loin lorsque l'on est en équipe. Et puis, effectivement, la somme d'un système est toujours supérieure à chaque partie. Donc, se rappeler effectivement la force de l'accompagnement, la force de la préparation, la force des mentors. Ça a été beaucoup parlé ce soir. Et même si le moment est assez difficile, je ressens beaucoup d'espoir par rapport à toutes ces énergies, à cette solidarité, à ses compétences, à ses cultures. Il aime parler de son projet, de son magnifique projet. Daphné a également parlé des bijoux Lacaille. Beaucoup de choses différentes, beaucoup de choses qui donnent de l'espoir par rapport effectivement à cette technologie qui doit être au service des projets humains. Et c'est aussi le défi, avancer dans la technologie pour faire avancer nos projets et puis pour nous adapter à ce qui se passe, tel que nous l'avons fait. L'être humain s'adapte, les femmes s'adaptent également, cette capacité ont cette force. Et c'est l'espoir que j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis dans mon temps ou si je suis dépassée. En tout cas, voilà les conclusions. J'ai essayé de résumer un petit peu ce qui a été dit. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Karine. C'était très intéressant et un message d'espoir. Et je pense qu'il faut tous qu'on fonctionne comme ça et qu'on pense positif et qu'on transforme les défis en opportunités. Voilà. Et du coup, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, je vais en profiter. Il nous reste quelques minutes pour le mot de la fin, pour laisser la parole à chacune d'entre vous. Donc, peut-être qu'on va commencer par Laurence, parce que je crois que tu dois nous quitter bientôt. Oui, je vais aller chercher mes 3 enfants. Moi, je dirais de rêver et surtout de penser en grand et d'avoir une mission et une vision. Parce que ça, je pense que ça aide énormément à avoir les bons appuis au bon moment,
les investisseurs aussi. Et comme on a dit, la femme ne vend pas toujours bien ses projets ou son business. Donc, c'est super important d'avoir un goal, non? Une vision très claire. Merci beaucoup, Laurence. Sarah Bigger? Moi, si je dois penser à quelque chose, la confiance en soi-même. Je pense que, comme Karine vient de dire, et tout le monde a insisté, c'est très, très important. Et je pense que si on a la confiance qu'on est dans les bons chemins et qu'on doit suivre l'idée, à la fin, on n'a pas utilisé aujourd'hui ce mot qu'en Espagne, on écoute tout le temps, que c'est la résilience. Et je pense que les femmes, nous sommes très, très, très résilients et vraiment, je pense qu'on doit savoir qui on est et pour avoir la confiance, la autoconfiance, et ça donne beaucoup de résilience pour tout résister et créer des plus. Génial. Merci beaucoup, Sarah. Daphné? Bon, comme en guise de conclusion, je vais tout simplement tout d'abord souhaiter du succès aux femmes qui sont toutes sur la plateforme, de continuer avec vos initiatives, mais également de se rappeler que le partenariat est une option qui peut donner beaucoup de résultats pour toutes les femmes, que ce soit au niveau de la famille ou bien de leurs affaires. Donc, mesdames, succès et continuité. Merci beaucoup, Daphné. Sarah, notre autre Sarah, Berset. Oui, alors moi, je suis de nature hyper optimiste. En plus de ça, je suis coach mindset. Alors, moi, je crois vraiment que les femmes, elles ont énormément de ressources. Elles sont créatives, elles ont beaucoup d'adaptabilité. Et puis, il y a une grosse solidarité qui se crée. Le slogan de Madrid de Diesel, c'est « Tout ensemble, toujours plus haut ». Donc, voilà, n'hésitez pas à ne restez pas seul dans votre coin, rejoignez d'autres femmes entrepreneurs. Ça nous donne une force énorme. Et voilà, allez chercher en vous tout votre potentiel. Vous êtes capable de choses juste incroyables. Et voilà, aujourd'hui, ce soir, on a vu que chaque femme est exceptionnelle. Et voilà, je vous souhaite plein de succès aussi à toutes. Et merci aux gens qui nous ont écoutés ce soir. Merci Sarah, tu as bien raison, il ne faut pas céder à l'isolement, il faut toujours rester connecté et solidaire et s'entraider, ça c'est clair. Valérie, on continue? Oui, donc je motive les auto-entrepreneuses à rejoindre un réseau parce que c'est vraiment important de trouver un soutien, de s'entraider, de voir qu'il y a des personnes qui sont aussi dans la même situation. Même des personnes qui sont déjà en activité peuvent justement être mentors de personnes qui commencent. Ça, c'est important aussi. Et voilà, ne pas hésiter à demander de l'aide aux différents réseaux. Ne pas rester dans son coin et essayer de partager ses expériences. Tout à fait, tu as bien raison. Et c'est vrai que le mentoring, il ne faut pas l'oublier. Une fois qu'on a réussi ou qu'on a de l'expérience à partager, il faut la partager. Ça fait partie du deal de la communauté entrepreneur au final, à mon humble avis. Et du coup, Hélène, tu veux dire quelques mots pour conclure? Oui. Alors, j'aimerais bien terminer avec un message optimiste. Je m'excuse pour le moment que j'ai passé un petit peu. Ça se voit que j'étais un peu touchée, mais parce que je suis réellement touchée, trop même. Mais je reste toujours optimiste. Aimer soi-même, fais confiance en soi-même, sois optimiste. On ne cesse pas, on doit vraiment continuer, on doit aimer la vie. On doit vraiment prouver qu'on est capable d'avancer malgré tout, malgré tout. Alors, bon succès à tout le monde. C'est vrai que j'aimerais bien avoir vraiment des contacts pour les associations ou bien
tout ce qui peut m'aider vraiment à s'en sortir un petit peu de ça et à continuer à promouvoir surtout les femmes combattantes de mon pays, vraiment, parce que je traite sur mes épaules vraiment d'aider ces femmes africaines, tunisiennes, pour promouvoir et pour vendre leurs tapis. Et pendant la Covid, tout était vraiment l'économie mondiale, de toute façon. Hein. Et j'aimerais bien continuer à vraiment être à la hauteur et à aider ces femmes-là à vendre leurs tapis et tout ça. Mais surtout, merci à vous, Laurent, merci à tout le monde et bon succès à tout le monde. Merci, Hélène. C'est génial. Et Nathalie, maintenant? Oui, pour conclure, je repense à une entrepreneuse qui me disait finalement, la crise m'a permis de révéler toutes mes capacités et mon potentiel. Alors, on n'est pas obligé de passer systématiquement par ce type de crise. Pour le savoir, en revanche, je suis convaincue que des réseaux comme ceux qu'on vous a présentés ce soir, avec Berry, avec Sarah, avec le nôtre, sont eux aussi des catalyseurs de potentiel et de capacité. Donc voilà, c'est un outil parmi d'autres. N'hésitez pas à nous rejoindre pour aller plus loin et plus haut. Exactement. Il faut rester en réseau, il faut continuer à se soutenir et à serrer les coudes. Et du coup, la dernière qui nous manque, c'est Audrey pour le mot de la fin Eh ben, ce qui m'est venu, c'est j'ai passé beaucoup d'heures seule et j'aurais pu subir la situation. Et c'est là où mes forces de psychomotricienne et de coach m'ont aidée et où en fait j'ai décidé de ne pas subir et de passer à l'action et de reprendre le pouvoir sur ma vie. Et du coup, je pense que toute entrepreneuse, tout entrepreneur a ça en lui. Et ça a donné encore plus de sens à ce que je voulais faire, où pour moi, c'était encore plus clair qu'il fallait que j'accompagne les gens justement à reprendre le lead sur leur vie dans les situations qu'ils pouvaient subir. Parce que je pense qu'il y a toujours un endroit où on a du pouvoir et c'est là où on a de l'action. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça le fondamental, c'est de se dire qu'on peut toujours transformer toute situation en quelque chose de positif avec des passages à l'action comme participer à ce concours ou appartenir à des réseaux comme les magnifiques réseaux qu'on avait ce soir qui sont hyper enrichissants, hyper soutenants. Et je pense que ça, c'est vraiment la force qu'on a en tant qu'entrepreneur en tous les cas. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toutes, merci à tous pour ce webinaire. Donc, c'était très dense, c'était très enrichissant, je pense, pour tout le monde. Des expériences très différentes, des montages d'entreprises, de start-up, de clubs pour souder tous les liens qu'il peut y avoir entre des femmes qui entreprennent. Parce qu'être maman, c'est entreprendre aussi. Et créer une entreprise, c'est entreprendre. Donc, c'est encore plus son sens de décliner l'entrepreneuriat au féminin. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à modérer ce webinaire avec vous toutes et vous tous. Donc, merci beaucoup pour votre intention. Je ne sais pas si je peux clore directement la session ou si j'attends le feu vert technique, Stéphanie ou Margot. Oui, tu peux clore la session. Parfait. J'espère qu'on reste en contact, parce que la Chambre de commerce, elle n'était pas inclue dans les networking et dans les réseaux. Et de ma part, s'il te plaît, Stéphanie, s'il vous plaît, de nous inclure, ça serait vraiment un plaisir. Avec grand plaisir. Nous sommes là pour créer du lien et je pense que déjà, c'est une chose faite entre nous. Donc, j'espère que ce lien sera créé entre toutes et que nous continuerons à coopérer. Je vous remercie en tout cas beaucoup de ce temps d'échange. Je vous souhaite énormément de succès. Je vous souhaite beaucoup de bienveillance. Tu as justement, Laurent, parlé d'intention et effectivement, l'intention est très bonne. J'espère que les participants ont vraiment profité de cette expérience d'échange et de vos expériences particulières. Et j'espère qu'on aura l'occasion toutes et tous, Laurent, de pouvoir échanger très bientôt. Je vais donc fermer la session. Merci beaucoup et une très bonne soirée. À bientôt. Merci à tous, merci à toutes.